quelle classe es-tu? En 4e A. En 3e. Quelles sont tes matières préférées? Les maths et la techno. L'art plastique, le français, l'SVT, la physique-chimie, la techno. Comment tu te vois dans le futur? Je me vois étudiant dans un lycée. As-tu déjà pensé à ton orientation? Oui, je l'ai préparé tout au long de l'année. Le mot orientation, ça évoque quoi pour toi? Mon futur métier, mes études et mon avenir. Quel est le rôle d'une conseillère d'orientation? Donc ils ont comme rôle rencontrer les élèves, rencontrer les parents, rencontrer aussi les équipes pédagogiques, c'est-à-dire les professeurs, pour travailler à l'orientation d'un élève. Alors l'orientation, ça veut dire le conseiller sur son choix de formation, donc lycée professionnel, université pour le supérieur, et sur son choix de métier. Donc nous devons être en mesure de répondre aux questions que se posent les élèves, les parents et les équipes pédagogiques par rapport au choix de formation et au choix d'un métier. Est-ce que vous avez joué un rôle dans l'orientation de votre fils? Pourquoi? Alors, oui, je pense avoir joué un rôle déjà dans le conseil des filières qu'il a pu suivre, dans le fait aussi que j'ai pu à un certain moment l'encourager alors qu'il était découragé, et aussi en consultant, en allant consulter des personnes qui ont joué un rôle dans son orientation, par exemple le professeur principal de sa classe, quand ça posait des problèmes. Je pense que c'est grâce à mon métier de professeur que l'orientation, j'ai compris déjà l'orientation et que je ne me suis pas acharnée à vouloir mettre mon fils dans un lycée général. Au départ, je n'étais pas pour cette orientation, je voulais une orientation dans un lycée général, mais a posteriori, je me dis que c'était vraiment la bonne solution parce qu'une fois arrivé en classe de BEP, il a compris, il a vu les autres, il a compris qu'il fallait travailler, il a compris, il y a eu un déclic, il a compris que c'était par le travail qu'on obtenait ses diplômes, et à partir de ce moment-là, il a obtenu tout d'une manière facile. Qu'allez-vous souhaiter pour l'avenir de vos enfants? Mon souhait, c'est qu'ils fassent un métier qui leur plaise et qu'ils soient contents d'aller au travail, et ça, c'est mon plus gros souhait. Rêviez-vous d'un autre métier quand vous étiez petit? J'ai passé par toutes sortes de métiers comme vous, je pense. Vous avez envie de faire plein de choses. J'ai passé par coiffeuse, comme toutes les filles, je pense. Fleuriste. J'ai fait mon stage de 3e en fleuristerie. C'était passionnant, mais il fallait rester debout, c'était difficile. Ensuite, j'avais bien envie au début de mon lycée de faire infirmière. Donc j'avais déjà envie de travailler dans le soin ou dans l'accompagnement des personnes. Puis finalement, avec tout ce que je vous disais, les activités que j'avais la chance de pouvoir faire en dehors, je me suis orientée vers l'animation et ça ne m'a jamais quittée. Je pense que c'est le bon endroit, je suis au bon endroit. Quelle est votre fonction au sein de l'établissement? Alors moi je suis Madame Desruaux, je suis professeure d'histoire-géographie avant tout et professeure principale en classe de 3e. Comment s'organise l'orientation des élèves en 3e? Alors l'orientation ne démarre pas en classe de 3e. Il faut savoir que quand vous entrez en classe de 6e, certes vous êtes très jeune, vous avez 10 ou 11 ans, vous êtes en classe de 6e, vous vous dites que l'orientation en lycée, lycée professionnel ou général, a lieu au bout de l'année de 3e, donc vous vous dites c'est très loin, c'est dans 4 ans. Cependant, il faut tout doucement y réfléchir. Alors, l'orientation, après, le grand temps fort de l'orientation, effectivement, c'est en classe de 3e. Alors pourquoi en classe de 3e? Parce que en fin de classe de 3e, vous devez faire des choix. Est-ce que je vais vers un lycée professionnel? Est-ce que je vais vers un lycée général ou un lycée technologique? Alors si on reste sur la classe de 3e, l'orientation se prépare dès septembre, dès la rentrée.
Qui décide de l'orientation en fin de troisième? Effectivement, la décision finale est on dit, c'est la décision du chef d'établissement. Sauf que là aussi, le chef d'établissement n'est pas seul. Et le chef d'établissement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, va examiner le projet avec le professeur principal, avec la conseillère d'orientation, et on est là pour guider l'élève, effectivement, au mieux. Il faut vraiment que le projet soit construit ensemble et que l'élève prenne conscience des difficultés qu'il a et soit trouve une autre voie d'orientation, soit fasse les efforts qu'on lui a demandés pour pouvoir obtenir l'orientation souhaitée. C'est vrai qu'en bas du bulletin, la décision finale, c'est le chef d'établissement qui la pose, mais il ne la pose pas seul. Êtes-vous toujours d'accord avec l'avis des professeurs? Non, pas toujours. Et là, justement, quand on n'est pas d'accord avec les professeurs, tout à l'heure vous me demandiez est-ce que j'ai du pouvoir? Donc non, j'ai juste le pouvoir d'essayer de convaincre. Et là, ce qui se joue, c'est dans les conseils de classe. Donc là, dans un conseil de classe, il y a des rapports de force en fonction de ce que les gens apportent. Alors des rapports de force, on ne va pas se disputer, hein, c'est pas ça, mais on va apporter des arguments différents. Et je peux ne pas être d'accord avec certains collègues professeurs et d'accord avec d'autres, donc je viens conforter ceux qui sont plutôt, par exemple, d'accord pour le passage. Et des fois, ça peut être un peu vif comme échange, oui. Est-ce que les élèves ont parfois des rêves irréalisables? Alors, c'est ce qu'on reproche d'ailleurs souvent aux conseillers d'orientation, justement. Il y a des rêves et puis il y a la réalité. Alors, si le rêve est réalisable, il devient une réalité, mais si le rêve, comme tu viens de dire, est irréalisable, notre travail de conseiller d'orientation, c'est d'aider l'élève à se rendre compte que ça ne va pas être possible, pour X ou Y raison. Je me souviens, moi, d'avoir vu une jeune en entretien, qui avait de bons résultats scolaires, qui était hyper motivée par le fait de devenir infirmière, mais vraiment super motivée. Donc, tout le long de l'entretien, qui a duré une demi-heure, tout s'est bien passé. Elle était au clair sur le nombre d'années d'études, ses parents étaient d'accord, elle était capable d'aller en seconde générale et de faire son bac et de passer le concours avec de bonnes chances de réussir. Sauf qu'à un moment donné, en discutant sur sa vie autour de l'orientation, elle me disait qu'elle avait fait une randonnée récemment en montagne et que quelqu'un s'était blessé. Donc une fracture ouverte. Une fracture ouverte, ça veut dire qu'on voit l'os, le sang, enfin c'est un peu pas terrible à voir, hein, il faut avoir le cœur bien accroché. Et elle me dit, dans le cadre de l'entretien, qu'elle était tombée dans les pommes quand ça s'est produit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas supporté de voir quelqu'un qui souffrait avec une blessure ouverte. Sauf que quand on est infirmière, c'est un petit peu gênant, vous vous doutez bien, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi le caractère qui correspond. Et parfois, c'est pas réalisable à cause de ça. D'autres fois, et là c'est plus douloureux, c'est pas réalisable à cause des résultats scolaires. L'un et l'autre, vous voulez faire des études supérieures, il faut d'abord passer en seconde générale et technologique, ça nécessite d'avoir une bonne moyenne en troisième, je dirais 12-13 pour arriver dans de bonnes conditions en seconde. Ça nécessite de faire un bac scientifique. On peut ne pas aimer plus que ça les mathématiques, la physique, chimie et la bio. Et résultat, on ne peut pas accéder au métier qui nous intéresse. Que se passe-t-il en cas de désaccord? En fin d'année de troisième, si vraiment tu as l'école qui est là et la famille qui est là et qu'il n'y a plus aucun message possible, aucune communication qui passe, le collège dit non à la seconde et continue à dire non et la famille continue à dire si ma fille ou mon fils ira en seconde, il y a quelque chose d'assez particulier que l'on appelle une commission d'appel. Alors, la commission d'appel, elle n'a jamais lieu dans le collège. On a la date qui nous est donnée, s'y rend le professeur principal, la famille et l'élève concerné. Et en face de vous, vous avez un principal ou une principale qui ne vous connaît pas, des professeurs qui ne vous connaissent pas, des parents qui ne vous connaissent pas, et un conseiller d'orientation. Ça va ? Et à cette commission d'appel, les personnes en face de toi écoutent le professeur principal, écoutent la famille, mais ont étudié aussi ton dossier scolaire. Ensuite, on te demande de sortir, après un échange, d'accord, ensemble, et ensuite, ils prennent une décision. Alors, très souvent, je ne te cache rien, dans la commission d'appel, très souvent, la commission d'appel va dans le même sens que les professeurs. Ça ne veut pas dire que c'est, si tu veux, au détriment simplement de l'élève et des parents, mais ça veut dire simplement qu'à un moment donné, ils se basent aussi sur tes moyennes, ton travail, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Et ils essaient de t'expliquer que ne pas aller en seconde générale, ou par exemple accepter un doublement, ce n'est pas une punition. Voilà. Alors, la commission d'appel, elle est tout en fin d'année.
Qu'est-ce qui prime pour l'orientation, les notes ou les appréciations? Je vais te faire une réponse très courte par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ni les notes d'un côté, ni les appréciations de l'autre. Ce sont les deux qui vont ensemble. On fait attention aux deux, aux appréciations et aux notes. Et crois-moi, entre deux dossiers d'élèves qui arrivent dans un lycée, d'accord, les élèves ont la même moyenne. Le proviseur du lycée, il va laisser les moyennes de côté. Et là, par contre, il va lire toutes les appréciations et il va prendre le dossier de l'élève où les appréciations sont les meilleures. Quel est votre plus gros problème avec les élèves au niveau de l'orientation? Eh bien, j'ai envie de dire que les élèves, comme ça, ils ont de l'ambition. Voilà, ils ont de l'ambition, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie d'être orientés vers plus tard le métier qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est très bien d'avoir de l'ambition. Après, il faut savoir mettre ses compétences en lien avec ses ambitions. Et comme je le disais à ta camarade tout à l'heure, un élève qui veut aller en seconde générale et technologique, par exemple, ou un élève qui veut, une jeune fille qui veut faire le bac ASSP, qui demande, c'est un bac professionnel donc d'aide et de soins à la personne, eh bien, s'il ne met pas toutes ses compétences pour pouvoir réussir, eh bien, comment dirais-je, on ne peut pas valider cette orientation. Donc mon gros problème, c'est effectivement de faire avancer les élèves et de bien leur faire comprendre que s'ils veulent vraiment avoir l'orientation choisie, bien souvent il faut qu'ils se mettent davantage au travail. Et quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Quel contact avez-vous avec les jeunes? Bon, les jeunes, donc, dans le cadre de mon travail, donc, j'accompagne les jeunes, comme j'aime pas dire le mot aider, j'accompagne les jeunes du CP à la terminale, dans le cadre de l'aide aux devoirs et dans le cadre de leur parcours scolaire, et pourquoi pas parfois dans le cadre de leur projet professionnel. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir mettre en place? C'est de pouvoir, par rapport aux conditions du quartier, aider les jeunes le plus possible à sortir du quartier. À sortir du quartier le plus possible, pour leur faire comprendre que ça ne se limite pas qu'au quartier, leur faire découvrir d'autres jeunes, aller à la rencontre d'autres jeunes, aller découvrir autre chose. Voilà, par exemple, ça, j'aimerais bien pouvoir le faire vraiment de façon très régulière. Très régulière. Ce qu'on fait souvent, on l'a fait une fois, je pense que ça va se renouveler encore. On avait donc créé une réunion à l'Azeo Franca avec tous les jeunes, les anciens jeunes qui étaient dans le quartier et qui ont eu un parcours plus ou moins honorable, je dirais ça comme ça, où ils ont réussi maintenant, quoi. Donc on les avait fait venir, et donc pour motiver les jeunes, pour leur donner envie, pour susciter en eux peut-être d'autres choses dont ils ne pensaient pas, ils étaient là à faire des témoignages et leur faire comprendre que moi je suis passé par là où vous êtes passé, bon j'ai fait ça, et maintenant je suis devenu ceci, je suis devenu cela, etc. Quand on voit un jeune du quartier qui a réussi, donc on peut se dire que ce n'est pas une fatalité que j'habite le plateau de Haye et que je ne m'en sorte pas. Donc si je m'y mets, alors je peux y arriver. La question de l'orientation, comme vous le savez aussi bien que moi, sinon plus que moi, que c'est un problème très délicat. Par rapport au questionnement, parce qu'on peut trouver des jeunes qui sont allés jusqu'à la fac mais qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire, quoi. Voilà. Le plus important, c'est de savoir vraiment l'enfant, quelles sont ses aptitudes. Quelles sont ses aptitudes, il serait apte à faire quoi, ou bien lui-même lui demander qu'est-ce qu'il a envie de faire vraiment. Et puis partant de là, l'aider à construire cela et puis à le pousser vers. Tout d'abord, quel est votre métier? Moi ici, je suis professeure référente. Alors un professeur référent, il n'y en a pas dans tous les collèges. Dans ce collège ici, on est 4 et les professeurs référents ont des missions particulières. Et moi, ma mission ici dans le collège, c'est de coordonner un dispositif qui s'appelle le dispositif SAS. Et dans ce dispositif, on prête une attention particulière à des élèves qui ont certaines fragilités. Alors soit ils ont des problèmes au niveau scolaire ou des problèmes de comportement. Et donc à un moment donné, on leur propose de travailler différemment
pour essayer de les remotiver et de leur faire prendre conscience du sens justement que peut avoir l'école pour eux, de l'intérêt et toute l'importance de l'école. Comment sont choisis les élèves de ce projet ? C'est pas moi qui vais dire bah tiens toi un tel. Hein. C'est l'équipe pédagogique qui se réunit, donc tous les professeurs, mais aussi peut être présent le CPE, bien sûr le chef d'établissement, le conseiller d'orientation, et puis généralement on se réunit alors c'est une réunion qu'on appelle le GAIN, le groupe d'aide à l'insertion. Alors c'est un terme un peu compliqué, hein, tout simplement pour dire qu'à un moment donné, on se dit bah tiens, pour quel élève ce serait profitable de participer à ce genre de projet, hein. Et alors ça, généralement, pour les élèves de 3e, on le décide quand ils sont à la fin de 4e, quand on fait un peu le point sur le 3e trimestre, hein. C'est là où on commence à se rendre compte que oui, ça va être compliqué pour eux en 3e. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place dès le début de la 3e pour faire en sorte justement qu'ils puissent tout de suite, parce qu'ils en ont encore plus besoin que les autres, travailler sur leur orientation. Que pensez-vous de l'orientation en France ? Oui, eh bien je pense qu'on a du travail à faire. Je pense à ce sujet que les Allemands ont quand même beaucoup d'avance sur nous par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que justement, ils ont la possibilité en dehors de l'école, ou en tout cas sur des temps qui sont vraiment banalisés dans la semaine pour le faire, de découvrir de la musique, découvrir du sport, de faire des activités extrascolaires qui viennent en fait enrichir les enseignements scolaires. Je trouve que c'est drôlement important de pouvoir s'ouvrir sur d'autres choses que les contenus scolaires, et on se rend compte qu'en général, ça les encourage. Et donc ça c'est une chose, après c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais ensuite, je trouve aussi qu'on est beaucoup trop universitaire. Quand on poursuit par exemple au lycée, tout de suite après le bac, on se dit avec un bac on ne peut pas faire grand chose, il faut trouver quelque chose encore après à faire. Bon. Et je trouve que très souvent les jeunes s'orientent vers une fac. Mais je ne dénigre pas la fac, mais je sais que la fac c'est pas évident pour tout le monde, on est en autonomie complète. Et on ne sait pas forcément où on va. Et moi, ce que j'ai choisi pour moi, et ce que je conseille souvent aux jeunes qui sont dans la même situation, c'est de choisir tout de suite quelque chose qui va leur apprendre un métier dans les mains. Soit une filière technologique, comme j'ai fait moi-même, donc un DUT, ou un BTS, ou quelque chose en alternance, qui vous met déjà en situation avec le terrain professionnel. Pourquoi ? Parce que sinon, vous êtes perdu, ce que vous avez appris à l'école ne correspond pas à ce que vous faites sur le terrain. Et pour moi, c'est drôlement important de savoir déjà très tôt, en même temps que vous êtes à l'école, à savoir déjà faire 2-3 choses sur le terrain et dans le travail. Je vois beaucoup de jeunes qui perdent des années et des années de leur vie sur des apprentissages, ils changent de filière, ils ne savent pas où ils veulent aller parce qu'ils ne se confrontent jamais à la réalité du travail. Et ça, c'est quelque chose que je regrette, mais bon, je pense que ça progresse fortement en France au niveau de l'alternance. Qu'est-ce que c'est la SECPA ? Alors la SECPA, c'est une section, ce qu'on appelle d'enseignement général professionnel adapté, qui est à l'intérieur du collège et qui est destinée plutôt à des élèves qui ont pu avoir ou qui ont des difficultés scolaires et qu'on va essayer d'accompagner au mieux pour choisir une bonne orientation. Ça te plaît d'être en SECPA ? Oui. Tes parents sont-ils satisfaits de tes résultats, de ta progression ? Oui, beaucoup. As-tu des regrets concernant ta scolarité ? Non. Si tu avais la possibilité d'aller en général, tu irais ? Non. Parce que de toute façon, qu'on soit en SECPA ou en général, à la fin, j'arriverai au but d'être infirmier. Comment ça s'est passé en SECPA ? Ça se passe très bien. Est-ce que tes parents étaient contents ? Bah oui, j'étais fier de moi. Est-ce que tu as déjà une idée de ton métier plus tard ? Oui, mécanicien. Après, vous peut-on réussir après la SECPA ? Oui, on peut réussir après la SECPA parce qu'il faut savoir qu'après la 3e SECPA, vous avez d'abord des CAP qui vous sont un petit peu réservés. C'est-à-dire que vous allez passer devant les élèves qui éventuellement sont en général et qui vont aussi aller en lycée professionnel préparer un CAP. Donc d'abord, vous avez peut-être, on va dire, une petite porte de sortie qui vous est facilitée.
Et en plus, il y a beaucoup de métiers où, lorsqu'on a un CAP, qu'on est courageux, qu'on est volontaire, on peut réussir. Aujourd'hui, on recherche par exemple des boulangers, on recherche des bouchers, on manque par exemple, éventuellement dans certains domaines ou dans certaines régions, de maçons, de menuisiers. Donc tous ces métiers peuvent être accessibles, peuvent vous être accessibles et vous pouvez y réussir. Et en plus, monter après, quand on est volontaire et quand on a envie de donner le meilleur de soi-même. Est-ce qu'on parle d'orientation en SECPA? On nous dit que déjà, après la troisième, il faut déjà avoir un CAP. Ensuite, on peut faire un bac professionnel. Et ensuite, voilà. Comment ça se passe? C'est le conseiller d'orientation qui est venu 2 fois nous voir pour nous expliquer ce qu'on pouvait faire après. Qu'envisages-tu après la troisième? Alors moi, je vais faire un CAP ATMFC, assistant technique en milieu familial et collectif. Donc en fait, c'est un CAP qui permet d'être avec les personnes âgées ou handicapées. Et après, un bac professionnel ASSP, c'est aide, soins et services à la personne. Donc c'est un peu le même principe, sauf que c'est pour aller plus loin. Et après, aller en école d'aide-soignant pendant 2 ans. Et ensuite, j'espère, je touche du bois, infirmier. Infirmier. J'ai fait des stages en SECPA avec Madame Dupont. Et ça se passe très bien, j'ai aimé. Puis j'ai continué. Puis ils m'ont demandé si je pouvais aller en général, si je voulais. Puis j'ai dit oui. Après, je ne vais pas m'arrêter au CAP. C'est mieux un bac, quoi. S'il y en a 2 qui se présentent avec un CAP et l'autre avec un bac, il va prendre le bac. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de parcours où l'orientation s'est très mal passée? Je prends un cas par exemple, un cas d'élève qui voulait à tout prix aller en seconde générale. Donc il a souhaité doubler sa classe de 3e. La 2e année de 3e n'était pas vraiment meilleure que la première, même s'il y avait eu quelques efforts, mais beaucoup trop ponctuels. Bon, compte tenu de ses possibilités, même s'il ne les exploitait pas, on a quand même accédé à sa demande et on l'a orienté en seconde générale et technologique, tout en sachant très bien que il ne serait pas forcément en réussite. Et effectivement, le constat est là cette année, l'élève est en grande difficulté, toujours par manque de travail. Alors peut-être qu'il va se réveiller un jour, mais je ne pense pas que, que il n'a pas voulu entendre nos conseils. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas une orientation réussie. Et d'autres où ça s'est très bien passé? Ah, d'autres où ça s'est très bien passé. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, d'un élève qui est parti en seconde professionnelle, j'ai plusieurs cas, et qui sont en situation vraiment de réussite, dont un par exemple qui va sans doute bénéficier d'une passerelle pour passer en première technologique. Donc oui, c'est des situations de réussite. Les réussites sont beaucoup plus nombreuses que les échecs, heureusement. Heureusement pour les élèves. Pensez-vous qu'on parle assez d'orientation au collège? Si on fait le nombre de conseillers d'orientation et le nombre d'élèves scolarisés au collège et au lycée, un conseiller d'orientation, ça doit s'occuper de 1200 élèves. Donc il y a un conseiller d'orientation pour 1200 élèves. Donc il est évident qu'il n'y a pas assez de conseillers d'orientation pour discuter de l'orientation avec les élèves. L'idée, c'est de parler au mieux d'orientation, d'essayer d'évacuer au maximum les idées fausses. Donc mon objectif, c'est pas qu'on en parle tout le temps de l'orientation, c'est qu'on en parle bien. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qu'il faudra pour améliorer cela?
Alors non seulement il faut parler avec vous de la situation de l'emploi, de la situation des métiers, de la sélection, les études, etc., mais il faut aussi qu'on en parle avec les adultes. Je répète, parce que les adultes, ils ont encore leur vision de quand eux, ils avaient votre âge. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on essaye d'avoir un levier sur vos parents, parce que c'est avec eux qu'il faut qu'on bosse pour pouvoir vraiment parler convenablement d'orientation. Alors on essaye, donc je vous dis, on les fait venir dans des collectifs, on est là aux rencontres, quand vous faites des rencontres parents-professeurs, où là en général il y a un peu plus de parents, et bien les conseillers d'orientation font des permanences pour pouvoir recevoir les familles. On essaye d'agir, on fait des conférences parents sur comment aider son enfant à choisir son orientation. Donc là c'est vraiment destiné aux parents, mais ça ne marche pas nécessairement à chaque fois. Mais on continue à bosser là-dessus, parce que je pense que c'est là-dessus que ça peut faire bouger les choses. Vous avez des questions? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de faire partie de ce projet? C'est bien parce que ça nous fait réfléchir à l'avenir. Ouais. On pense à notre avenir pour notre métier futur. D'accord. Pour moi, c'est ça. Bon, en partie, tant mieux, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui touche tous les élèves, là, même puisqu'on interroge tout le monde sur l'orientation. Donc si ça vous a permis aussi de vous faire réfléchir encore un peu plus, tant mieux. C'est le but, tant mieux. Mais pourquoi je dois choisir mon métier maintenant? D'ailleurs, je suis trop petit. Petit mais voyant. Petit mais vaillant. Au fait, pourquoi ça existe l'école? Ba-ba